Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition dans l'actualité ce soir, Noël des enfants à Cotonou. La ministre des Affaires sociales était au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, puis à la prison civile. Objectif, témoigner l'assistance du gouvernement aux enfants hospitalisés et aux détenus Rebecca Kenjaoudé et Ernest Etiegou. Véronique Toyi-Fodé Mewanou fait parler son cœur de mère. À la tête de cette délégation ministérielle, elle a apporté des vivres à Sebouchou, ici au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL de Cotonou. À ses côtés, ce personnage qui apparaît à chaque célébration de la nativité, le Père Noël. Il nous a semblé important de nous préoccuper un peu des enfants qui n'ont pas la chance d'être chez eux, d'être avec leurs parents à la maison. C'est ainsi que depuis la semaine passée, nous avons eu à visiter ces enfants avec des cadeaux au niveau du centre de promotion sociale des aveugles, donc pour les enfants porteurs d'un handicap visuel à Sekbeya, les orphelins de Fidjrosser. Nous avons également fêté avec les enfants de la halte garderie de Sainte-Rita et aujourd'hui c'est à CHUMEL pour les enfants hospitalisés à la pédiatrie. Toujours dans la même démarche, la ministre des Affaires sociales s'est aussi rendue à la prison civile de Cotonou. Avant l'instant remise de cadeaux, l'autorité discute avec les mineurs. Vous n'êtes pas là pour la vie, vous êtes là juste pour un temps. Mais quand vous allez sortir, si vous retombez dedans, ça va être un perpétuel recommencement alors que vous pouvez réussir encore votre vie. La vie est devant vous. Nous vous remercions beaucoup. Ici, ce n'est pas notre maison. Nous en sommes conscients. Cet endroit nous a quand même permis de prendre conscience de nos erreurs. Après cette visite chez les mineurs, c'est le bâtiment des femmes détenues qui accueille la délégation ministérielle pour le même exercice. Des doléances ont été formulées. La ministre promet, ensemble avec son collègue le garde des Sceaux, de trouver des solutions idoines pour l'amélioration des conditions de vie carcérales. On parle toujours Noël, célébration du Noël et de la Nativité du Christ. Ce 25 décembre, jour où tous les enfants du monde attendent des cadeaux de ce mystérieux personnage appelé Père Noël. Comment est-il habillé? Quelle interprétation fait-on de lui? Et pourquoi le célèbre-t-on le même jour que la Nativité du Christ? Élément de réponse dans ce reportage signé Noël Dancy, Axel Dancy. Rouge et blanc, un mariage de couleurs qui révèle sa personnalité. Le Père Noël s'habille ainsi. Légende et contre-vérité de par le monde au sujet de ce personnage. Entre mythes et idées reçues, ce fameux bonhomme, depuis bien des lustres, s'est révélé au monde. Le merveilleux monde des enfants. Bonnet blanc-rouge, fixé sur le crâne et mitouflé dans son épais manteau rouge. Bottines noires aux pieds, haute au dos, il sème la joie dans les familles. Depuis de longues nuits d'hiver, dans la nuit de Noël, la magie des cadeaux s'opère. Une tradition jumelée avec la nativité de longue date par l'Église. La fête de Noël signifie que Jésus est né, tout simplement. C'est un moment privilégié d'offrir des cadeaux. Et le cadeau, comme on peut le dire, le cadeau traduit un élan du cœur. Donc donner un cadeau à quelqu'un, c'est lui manifester ce que l'on exprime. Le cadeau, c'est les mains du cœur. C'est les mains du cœur. Et si l'on offre des cadeaux aux enfants, c'est parce qu'on profite de cette arrivée du Christ que nous célébrons pour manifester ce geste-là vis-à-vis de tous les enfants, en particulier des plus démunis, de ceux qui souffrent, pour leur apporter un peu plus de joie, un peu plus de paix. Deux événements célébrés le même jour et un personnage magique apparu au IIIe siècle, aujourd'hui encore, suscite mille et une interprétations. Le Père Noël, c'est le papa bonheur de tous les enfants du monde entier. Ça ne vient qu'une seule fois et que nous avons inculqué le Père Noël dans la vie des enfants et puis dans les écoles. En décembre, si les enfants ne trouvent pas le Père Noël, ils ne sont pas contents. Parce que nous aussi, en tant que père, nous avons pris par là la démarche du Père Noël. On dit que celui-là, c'est un vieillard. Il ne marche pas comme les jeunes. Et que aussi l'habillement, surtout avec son chapeau de côté,
avec un sac au dos, bien quelque chose à côté. Bon, les enfants voient que le Père Noël nous a apporté du cadeau. Le Père Noël, pour moi, c'est, je dirais, un monsieur qui fait que distribuer des cadeaux pour les petits-enfants pendant la période de Noël. Noël, un merveilleux parfum d'enfance bien ancré dans la culture populaire. Jour de la nativité par la force de l'Église, jour de cadeaux par tradition, jour de magie où l'impossible devient possible. Et on voit à présent cette nouvelle recette qui entre dans les habitudes alimentaires des Béninois à l'occasion de la fête de la Nativité, la bâche de Noël, gâteau singulier issu de la tradition occidentale. Il conquiert petit à petit les enfants béninois. Allons à sa découverte avec James William Baguidi et Hospice Honton. Avez-vous déjà commandé votre bûche de Noël? Oui. Bienvenue dans la nouvelle tendance. La pratique est récente en effet et pas encore généralisée au Bénin. Mais de plus en plus, dans les grands centres urbains notamment, Noël rime avec bûche de Noël. La bûche de Noël, c'est un gâteau symbolique qui révèle un peu la fête de Noël. Les bûcherons, dans la forêt, ils coupent des arbres. Maintenant, quand la fête de Noël est proche comme ça, tous ces bûcherons, ils abandonnent les bois découpés dans la forêt et ils s'en vont pour aller à la rencontre du Messie. Que faut-il faire maintenant pour révéler ce qui s'est passé en ce temps? Pour que ça soit un événement universel, c'est là, le pâtissier, comme il a l'art de refléter les choses, a transformé ces bûches-là comme des petits gâteaux. Donc nous, on va représenter cet arbre abandonné dans la forêt et autour duquel il y a plusieurs choses qui se sont poussées. Ce gâteau ne se prépare pas comme les autres, ses spécificités sont nombreuses. Donc chacun le fait maintenant à son goût. Mais l'originalité, c'est de représenter le tronc d'arbre. Après ça, vous allez garnir votre bûche, des champignons qui poussent, des petits lézards qui ont laissé leurs déchets dessus, des feuilles qui poussent un peu, comme les bûcherons, ils ont laissé leur coucourage tout là, ils sont allés pour la rencontre du petit Jésus. La nouvelle trouvaille pâtissière importée elle aussi d'Occident, en particulier de France, est fortement appréciée, surtout des enfants. Avant, il n'y avait pas bûche de Noël. Autant des enfants, avant, il n'y avait pas bûche de Noël. Mais de nos jours, les choses ont évolué que il y a un gâteau qu'on appelle bûche de Noël maintenant qu'on fait pendant les fêtes de Noël. Et ça donne envie aux enfants de fêter. Si vous, par exemple, chez moi, je vais fêter la fête de Noël. Mes parents ont commandé ça et puis on a fait ça. J'ai trouvé que c'est un bon gâteau. C'est un gâteau à l'approche des fêtes qu'on a fait aux enfants pour leur faire plaisir. Cela est différencié des autres gâteaux. C'est grâce à l'évolution qu'on a pu obtenir cela. La bûche de Noël au Bénin, c'est aussi l'effet de la mondialisation et du consumérisme, avatar du libéralisme économique. Autre actualité ce soir, le 56e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu à Abuja le 21 décembre dernier. À l'ordre du jour de cette rencontre sous-régionale, la question de la libre circulation des personnes et des biens de la communauté, mais également des questions de politique et de sécurité. Face à la presse ce matin, le ministre des Affaires étrangères a fait le point des assises. Aurélien Agüenochi est au micro de William Aguiar. Vous savez certainement que le président de la République, le président Patrice Talon, a participé à ce sommet de la CEDEAO et a pu exprimer les priorités de notre pays et se rendre compte aussi de la lecture que la CEDEAO a pu avoir de certains développements récents. Je dois dire que le chef de l'État a saisi cette occasion pour échanger avec ses pairs sur les développements récents de notre pays pour ce qui concerne le dialogue politique. Et ce dialogue politique, pas le dialogue national, parce que nous avons fait un dialogue politique. Et nous avons profité du Conseil des ministres, mais aussi du sommet pour faire sentir cette nuance-là.
à nos interlocuteurs et notre délégation a informé les uns les autres des mesures d'apaisement et des réformes politiques qui sont en cours. Je crois que la chose la plus intéressante qu'il faut retenir ici, c'est que la CEDEAO a pris connaissance des rapports qui lui ont été soumis sur ce point précis et que cette conférence a félicité le président de la République, le président Patrice Talon, pour le dialogue politique qu'il a initié. Il lui a exprimé sa satisfaction pour le consensus qui a été obtenu entre les autorités politiques et les membres de la classe politique béninoise, ainsi que les mesures d'apaisement prises à la suite de ce dialogue-là. Mais on doit le dire très fort parce que dans l'opinion internationale, les gens croient que dans notre pays, il n'y a que 2 partis qui participent à la vie politique. Donc j'ai saisi cette occasion pour rappeler que nous sommes déjà au-delà de ce nombre de partis, que plusieurs partis, il y en a au moins 8, qui sont actifs dans la vie politique aujourd'hui, qui agissent déjà sur le terrain. Le sommet des chefs d'État s'est aussi prononcé sur la question du terrorisme. La conférence des chefs d'État a donc réitéré un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la force conjointe G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et a aussi lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies afin que la MINUSMA soit dotée d'un mandat un peu plus offensif. Les chefs d'État ont aussi abordé la question de la libre circulation des personnes et des biens. Et sur ce plan-là, ils ont rappelé qu'il était nécessaire que tous les États veillent à la mise en application du protocole sur la libre circulation tel qu'il se rapporte aux droits d'entrée, de résidence et d'établissement. La conférence des chefs d'État a invité les États membres qui ne l'ont pas encore fait à se mettre à jour pour ce qui concerne la carte d'identité biométrique et à exprimer sa satisfaction face aux pays qui ont déjà mis en œuvre cela. Notre pays fait partie des pays qui ont mis en place la carte d'identité biométrique et le système est en place, il fonctionne et parmi les 4 pays, le Bénin a été cité bien entendu comme celui qui a mis en place son système. Alors sur la situation particulière avec le Nigeria, comme vous savez, depuis le 14 novembre, nous avons une première réunion tripartite entre le Niger, le Bénin et le Nigeria pour mettre en place un mécanisme. Ce mécanisme consiste à mettre une force composite. C'était la première recommandation de la réunion du 14 novembre à laquelle j'avais participé avec mes 2 collègues, la ministre du Commerce et le ministre des Finances. Ensuite, il y a eu une autre réunion pour que les États rendent compte de cette décision qui a été prise. Cette étape est franchie. On attend que le rapport de fonctionnement de ce mécanisme-là fasse l'objet d'un examen par la partie nigériane. Je dois vous dire enfin que la question de la création de l'union monétaire a été aussi abordée, 2 points dans ce domaine-là. Le symbole, à savoir la monnaie unique, l'éco, a été adopté finalement. Il y avait deux symboles, les chefs d'État en ont choisi un. Et aussi le nom de la Banque centrale a été adopté, ça va être la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Et que là aussi l'éco a été retenu comme le nom, mais tout ceci se fera progressivement. L'autre question sur le plan économique, nous sommes sur la question économique, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a une nette amélioration des performances économiques de la région. Il y a une baisse de pression inflationniste et un assainissement continu des finances publiques. Sur aucun de ces points-là, le Bénin ne se trouve dans le côté négatif. Et il est heureux de le dire. J'ai ressenti cela comme un hommage rendu à la gouvernance sérieuse qui est en place dans notre pays. Le président de la République le dit, c'est difficile, mais il faut redresser les choses. Si on ne redresse pas les choses, on va se retrouver dans une situation peu enviable. Le Bénin n'a pas envie d'être un État failli. Nous ne le sommes pas, nous ne le serons pas tant que cette gouvernance sera en place et je crois que le travail continue dans ce sens-là. Et il est réjouissant de constater que le Bénin a été cité parmi les pays qui feront une croissance au-dessus de 6% pour l'année à venir. Il a été cité parmi les pays qui ont assaini leurs finances publiques, qui mettent en place les outils de la gouvernance et les réformes qui ont été conduites sur la pression du président de la République, sur son leadership, sont reconnus maintenant dans cet organe d'intégration régionale qu'est la CEDEAO.
Les populations de Porto Novo et de Apromissérité sont heureuses. Elles peuvent désormais circuler en toute quiétude sur l'axe Porto Novo Apromissérité. Elles sont sorties exprimer leur reconnaissance. Gislain Poguet et Daniel Ada. Une marée humaine dans les rues de Porto Novo. La route Porto Novo Apromissérité est reconstruite. Une 2x2 éclairée qui traverse la capitale telle une épine dorsale. Les populations de Porto Novo et de Apromissérité ont voulu dire leur reconnaissance au chef de l'État. Le conseil municipal de Porto Novo et toute la population par ma voix disent merci au chef de l'État pour tous les chantiers ouverts à Porto Novo et lui réaffirment leur soutien indéfectible car nous ne saurions oublier ces grandes œuvres. Ce qui m'enchante et enchante la communauté de l'Ouémé, bien sûr particulièrement celle de Porto Novo et d'Apromissérité, c'est qu'il y a double voie. Nous avons de l'admiration pour le président Talon, et bien qu'il vient de réussir là où les autres ont échoué. La réalisation de l'ouvrage est si appréciée par les populations parce qu'elles l'attendaient depuis des décennies. Depuis plus de 60 ans, Porto Novo n'a jamais bénéficié de ce genre d'infrastructure. Le président Patrice Talon, je le remercie parce qu'il est en train de redonner à Porto Novo ses attributs de capitale. C'est un grand soulagement pour toute la population de Porto Novo et surtout d'Apromissérité. Ça me fait chaud au cœur. Il y a environ 60 ans, nous attendons cette réalisation et c'est maintenant que nous l'avons eue. Et c'est ça qui justifie la liesse populaire que vous remarquez en ce moment. Aujourd'hui, après la reconstruction de cette voie Porto Novo Apromissérité, les populations ont diverses raisons de se réjouir. Sentiment de fierté, de joie. Et nous allons demander à celui qui est en tête, qui a pu réaliser ça, puisse avoir de bonne santé pour continuer les autres œuvres. Je suis content parce que c'est ce que j'avais eu à dire à cette population en son temps, en 2016. C'est ça qui est devenu une réalité. Si on me dit que cette voie, aujourd'hui, ce serait une grande voie, une voie libre, où on pourra passer sans gêne, même la saison pluvieuse, il n'y aura pas de problème, je n'allais pas croire. Mais c'est une réalité. Et c'est ça qui m'a rendu fier. Vraiment, nous le remercions. Tout Porto Novo le remercie. C'est un homme de parole. Vraiment, ça nous réjouit de voir la ville très belle. Par le passé, beaucoup d'accidents mortels se sont malheureusement produits sur cette voie, autrefois parsemée de nids de poules. Elle méritait bien son surnom de couloir de la mort. Mobilisons-nous et mobilisons tout Porto Novo pour encourager et soutenir Patrice Talon. Comme Porto Novo, d'autres grandes villes du pays ont accueilli de grandes réalisations de Patrice Talon. Voyons à présent ce meeting. Leaders et militants du bloc républicain se sont retrouvés en cette fin de semaine à Rancourt dans la 20e circonscription électorale. Un meeting pour partager entre eux les contenus de plusieurs lois récemment votées à l'Assemblée nationale. Guillaume Avienou nous fait le point. Elles sont venues nombreuses écouter les éclaircissements de leurs leaders politiques. Comme à Sinandé et à Bembereke, les populations de Kalalé et aussi de Niki ont été tout ouïes devant ces hommes et femmes politiques du bloc républicain. Nous avons échangé avec les militants, avec la population, rencontrés sur les 6 lois essentielles que nous avons votées à l'Assemblée nationale, en particulier et la loi fondamentale qui a été révisée. Nous avons expliqué les fondements et le contenu des articles touchés parce que l'intoxication avait gagné le terrain et les populations ont bien compris et ont apprécié les changements intervenus dans cette loi fondamentale. L'annonce de la chefferie dans la Constitution, c'est un ouf de soulagement parce que Niki est le berceau de l'Empire Batonou. Donc toutes les réformes qui ont été opérées jusque-là sont des réformes qui ont été dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, du renforcement de notre démocratie. Pour sa part, Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou, membre fondatrice du Bloc républicain, a tenu à chaque fois à faire part aux populations des actions que mène le gouvernement à leur endroit. J'ai été très heureuse de voir que nos populations, quelles que soient
l'endroit où elles se trouvent et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle sont bien imprégnées des actions de notre gouvernement et de la vision du président de la République. Les programmes tels que le programme de cantine scolaire, les populations en profitent parce qu'elles ont toutes témoigné du fait que ces programmes-là se passent bien dans leur localité. Des programmes ici à Niki particulièrement comme la valorisation du tourisme et de notre patrimoine culturel ont également eu beaucoup d'intérêt. À la Gani-Passy, on se souvient que la remise de site avait eu lieu pour la construction du palais et de l'arène de la Gani. La production cotonnière, l'élevage et surtout la question de la route de Kalalé et bien des préoccupations sont abordées à la grande satisfaction des populations. Il y en a qui estiment que c'est un trompe-l'œil, c'est à l'approche des élections qu'on vient leur parler de ces choses-là. Et on leur a bien démontré qu'il y a du travail qui se fait et d'ici là, ils verront bien les résultats. Question de l'élevage, la limitation de la transhumance à la hauteur de Dassa. Le gouvernement a un vaste programme de sédentarisation par rapport à l'élevage qui est en cours d'élaboration et dont la recherche de financement est bien avancée. Et toutes les infrastructures indispensables pour contribuer à ce que les éleveurs se sédentarisent seront mises en place depuis les infrastructures scolaires, sanitaires, les puits pastoraux, l'eau potable. Les actions que le gouvernement est en train de mener dans le cadre par exemple de l'eau, la ministre de l'économie numérique nous a fait savoir que d'ici très peu de temps, elle et son collègue, le ministère de l'eau, notamment le ministre Adambi, ont redescendu à Niki pour faire un lancement. Et on a parlé de la cantine. Tout ça, ce sont des actions que le gouvernement du Patrice Talon mène et qui, au niveau de la commune de Niki, sont très appréciées. C'est un gouvernement qui est vraiment venu régler pas mal de problèmes. À Niki, dans sa ville natale, cette femme politique suscite fierté et admiration de ses sœurs. Vraiment, les femmes, on sent que les femmes sont très contentes de sa présence ici, qu'elle soit dans l'exécutif. Cette séance d'échange et d'information du bloc, appréciée des populations, va se poursuivre. Les populations nous ont demandé tous les mois ou tous les 2 mois de ne pas rester à Cotonou, de passer de temps en temps pour échanger. Là, elles seront au parfait de ce qui se passe et l'intoxication va être enterrée. Mission accomplie donc pour ces responsables du bloc républicain qui travaillent avec leur base à hisser le parti comme le leader des organisations politiques du pays. C'est plutôt le reportage de Ronald Robinson dans le département du Borgou. Les responsables du bloc républicain ont échangé avec leur base. On passe à présent à Guillaume Aviano. Leaders et militants du bloc républicain se sont retrouvés en cette fin de semaine à Avrancourt dans la 20e circonscription électorale. Un meeting pour partager entre eux les contenus de plusieurs lois récemment votées à l'Assemblée nationale. Regardez. Une promesse qui se tient au bloc républicain. Après la rentrée politique de l'organisation du mois dernier à Porto-Novo, leaders et caciques du bloc républicain sont à l'assaut des communes pour tenter de séduire davantage d'admirateurs en vue de possibles recrutements. Les cibles, les jeunes et les femmes. Ici, dans la commune d'Avrancourt, l'une des porte-étendards du bloc républicain, Constantine Adandé-Souleymane, soutenu par des députés et ministres appartenant au parti et très influents dans les 19e et 20e circonscriptions électorales, expose aux militants et sympathisants le contenu des lois votées au Parlement sur la base des recommandations du dialogue politique national. Parmi ces lois, celles relatives au code électoral défendu par le bloc républicain à l'hémicycle et pour cause. Regardez dans le gouvernement de Patrice Talon aujourd'hui, vous verrez que les plus jeunes ministres, femmes comme hommes, sont du bloc républicain. Nous venons au Parlement maintenant. Le bloc républicain, nous ne sommes que 37 députés. Dans le Parlement, au Parlement, il n'y a que 7 femmes, dont le bloc républicain détient 5 femmes. Les dispositions du nouveau code électoral prévoient d'ailleurs mieux. Désormais, le Parlement doit comporter au minimum 24 femmes pour se conformer à la discrimination positive en faveur des femmes imposée par la Constitution du Bénin, amendée récemment. Le Bénin écrit une merveilleuse page de son histoire pour ce qui est de la promotion de la femme en politique. Aussi,
Devrons nous déterminer sous le leadership de nos responsables du bureau exécutif national les stratégies de mobilisation appropriées par notre parti, le Bloc républicain, lors des prochaines joutes électorales. Un nouveau vent souffle sur le pays grâce aux réformes qualifiées de courageuses de l'exécutif et les femmes doivent en profiter. Nous devons nous battre pour aller au-delà, aller à 50%, 50%. Pourquoi pas? Nous en sommes capables. Il y a des femmes vaillantes en République du Bénin. Donc voilà, chers amis, et j'espère que pour les prochaines élections, les femmes donneront le meilleur d'elles-mêmes pour faire reconnaître leur place en politique, leur place dans la société. Sans le dire ouvertement, le Bloc républicain s'apprête pour les prochaines communales et municipales. La formation des jeunes en milieu politique reste aujourd'hui une priorité afin d'inculquer à la génération montante des valeurs citoyennes. L'Institut multipatriote a offert donc une formation de 6 mois aux jeunes de ces différentes formations politiques. Gilles Dansou et Jules Akoiko. Ils sont 24 au total, ces jeunes membres de différents partis politiques qui, durant 6 mois, sont allés à l'école de la politique de développement. Les rudiments nécessaires leur ont été donnés. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a mis en place cette initiative. Les jeunes, en guise de démonstration de leur savoir-faire, ont tenu en haleine le parterre d'invités. La démocratie rime avec le dialogue, a indiqué le représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas après le Bénin. La démocratie démarre par le dialogue. Ça commence par le dialogue. Sans le dialogue, il n'y a donc pas de démocratie. Les statistiques montrent en 2017 que 11 centres de formation ont été créés de par le monde et 1336 diplômés sont sortis de ces divers centres. Au Bénin, nous célébrons ce jour 24 lauréats, ce qui porte le nombre de diplômés ici à 128. L'Assemblée nationale, au lieu politique, salue cette initiative qui vise à préparer la relève, la bonne relève. Depuis le gouvernement de la rupture, cette jeunesse-là est en train d'être dotée d'outils qui leur permettent d'assurer leurs responsabilités. Devant nous tous ici ce soir, en recevant vos parchemins, je crois que vous mesurez la portée de l'acte qui va se poser. La politique par l'apprentissage, c'est le vœu de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Eh bien, profitant de son week-end politique dans le Septentrion, le ministre en charge de l'eau et des mines a décidé de faire un tour à la foire internationale de Parakou pour ne pas se faire conter l'histoire de ce grand rendez-vous commercial. Samoussé Edouard Dambi, à travers une belle promenade dans l'enceinte de la place d'Abera de Parakou, a pu découvrir les merveilles de cette 3e édition. Cadnel Capo et Dor Castito. Le numéro 1 du secteur de l'eau et des mines du Bénin visite les stands de la foire internationale de Parakou. Samou Seydou Adambi se rend en premier lieu sur le stand de la Société nationale des eaux du Bénin. Après une prise de contact avec ses collaborateurs des départements du Borgou et de la Liborie, le manager de l'eau a en effet une bonne nouvelle pour les populations. Aujourd'hui, je peux avoir de l'eau dans ma maison sans disposer des 50 000 qui représentent aujourd'hui le coût social pour l'abonnement au lieu de 120 000, 50 000 et que je ne suis même pas tenu de payer les 50 000 sur place. Je paierai seulement 20 000 et dans les 3 jours, j'ai l'eau à la maison et les 30 000 seront échelonnés selon mes capacités, soit 6 mois, soit 12 mois. Du bureau des renseignements au mini-zoo, en passant par les stands agricoles, rien n'échappe au regard du chargé de l'accès à l'eau. En dehors de ça, j'ai pu découvrir également beaucoup de choses. J'en ai acheté également un peu. Je ne dirais pas beaucoup, j'en ai acheté un peu. Parce que j'ai vu nos compatriotes qui sont dans l'agroalimentaire, surtout les boissons que nous appelons boissons naturelles à base d'ananas, à base de moringa, à base de comment on appelle ça, la pomme de cajou, ainsi de suite.
que nous avons encouragés l'année dernière et qui sont encore revenus cette année. Une diversité de produits de qualité qui fait la spécificité de cette 3e édition. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire une fois encore et tout son conseil municipal et tous ceux qui accompagnent cet événement annuel qui pendant au moins 30 jours tient les Paraquoises et les Paraquois en haleine, qui permettent d'avoir accès à des produits qui ne sont pas disponibles à Parakou à tout temps. Le ministre de l'Eau saisit également l'occasion pour assurer les Paraquois de ce que, d'ici environ 6 mois, toutes les difficultés d'accès à l'eau potable dans la cité des Kobourou seront conjuguées au passé. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe à vous.